ici à Saint-Stéphane. D'abord, on se situe dans l'Oberland bernois. C'est un aéroport anciennement militaire et il y a ce fabuleux hangar sur lequel nous nous trouvons à l'instant et dans lequel nous avons le DC-3 juste derrière nous. C'est un endroit magique, d'abord par le cadre, parce que c'est un cadre unique que d'avoir les Alpes autour de nous. Et deuxièmement, c'est juste aussi magique d'avoir ces avions ici, c'est-à-dire les deux DC-3 qui se trouvent ici, plus encore un Antonov. Et on espère prochainement encore peut-être d'autres avions historiques. Aujourd'hui, on a eu la visite de 3 mécaniciens qui sont venus d'Allemagne. C'est l'équipe qui s'occupe de la maintenance de notre avion. Ces gens sont spécialisés sur le DC-3. Et ils ont fait du très très bon boulot. Ils ont travaillé 2 jours complets sur l'avion. Ich heiße Lothar Opitz und komme im Grunde genommen aus den Neubundesländern, aus dem Gebiet von Dresden und bin seit 32 Jahren in der Fliegerei als Flugzeugmechaniker tätig. Diese Maschine hier von der Firma Breitling, würde ich sagen, hat einen Top-Zustand. Dass wir bei diesem A-Check, den wir jetzt durchgeführt haben, das heißt Steuerung und Tragflächenanschlüsse, Ruderanschlüsse und, was wir komplett kontrolliert haben, ist ein Top-Zustand. Also man merkt die Überholung, seitdem sie jetzt hier in der Schweiz fliegt, ist ordentlich durchgeführt worden und man kann nur sagen, sie wird noch viele Jahre fliegen. Alors je m'appelle Francisco Agulo, 42 ans, pilote de ligne et instructeur de vol sur Boeing 757 et 767. Également fondateur et chef pilote d'une association qui s'appelle la Super Constellation Flyers Association qui exploite un des derniers Lockheed Super Constellation en état de vol dans le monde et également le DC-3 qui se trouve derrière nous. Le DC-3 est un avion qui fait rêver des millions de personnes parce que c'est un avion déjà qui se distingue des avions modernes que nous connaissons aujourd'hui. C'est un avion qui est en voie de disparition, on peut dire. Sur plus de 16 000 avions construits dans le monde, il en reste environ 150 en état de vol au niveau mondial et il en reste une douzaine environ en Europe. Le Douglas DC-3 a certainement été l'avion le plus important pour l'histoire du monde aéronautique. Il a permis aux compagnies aériennes de remplacer les trains par des vols confortables et sûrs. Pendant la guerre, il a été utilisé pour toutes sortes de missions, transport de fret, transport de troupes, largage de parachutistes, évacuation médicale et également comme remorqueur de planeurs. Donc c'est vraiment un avion qui a une histoire très polyvalente. Et le général Eisenhower avait dit d'ailleurs que si les Américains avaient gagné la guerre, c'était grâce à la Jeep, le bazooka, la bombe atomique et le Douglas DC-3. Die ist ganz unkompliziert aufgebaut, aber so durchdacht aufgebaut, dass sie wirklich ein sicheres Flugzeug ist. Das hat man auch an den Absturzquoten, ich sage mal, kriegt man das mit. Man hat noch nie gehört, dass eine DC-3 abgestürzt ist. Und daraufhin sage ich immer, es ist ein sicheres Flugzeug. Mit der DC-3 dann 1937 verfügte die Swissair über ein amerikanisches Schnellflugzeug, das eben sowohl schnell war, das sowohl komfortabel war und das auch die nötige Anzahl Passagierplätze besaß. Komfortabel hieß für damals, dass es in der DC-3 erstmals möglich war, in der Passagierkabine miteinander normal zu sprechen. Mein Name ist Henry Widler, ich bin pensionierter stellvertretender Direktor des Verkehrshauses der Schweiz und ich war auch als Konservator für den Bereich Luft- und Raumfahrt zuständig.
Das war vor allem die Swissair, die DC-3 in die Schweiz einführte. Vor dem Zweiten Weltkrieg, also ab 1937. Dann während dem Zweiten Weltkrieg fuhr sie auf einem eingeschränkten Flugverkehrsnetz. Und nach dem Zweiten Weltkrieg eröffnete sie dann eigentlich wieder die zahlreichen Luftverkehrslinien fast in ganz Europa als eine der ersten Fluggesellschaften, da sie über eine intakte Flotte und eben eigentlich relativ moderne Flugzeuge verfügte, dank eben wiederum der DC-3. Die DC-3, das waren 16 Stück, die Swissair besaß. Eine war bei Alpar, diese kam dann später auch zur Swissair. Da gingen eigentlich 4 wieder in die USA zurück, die wurden wieder zurückverkauft. Dann gingen verschiedene einzelne Exemplare an Spanien, an Marokko, an einen afrikanischen Staat. Weitere DC-3 gingen an die Schweizerische Luftverkehrsschule und eine einzige verunglückte eigentlich 1957. Sie stürzte als SLS-Maschine in den Bodensee und die 9 Insassen waren dann auch als Opfer zu beklagen. Le HB-IRJ, ou le Roméo-Juliette, comme on l'appelle plus affectueusement, a été construit par Douglas et sorti des usines en Californie en 1940. Il a été livré pour American Airlines, qui était à l'époque une des compagnies aériennes les plus puissantes au monde. Ensuite, entre 1942 et 1944, il a été loué pour l'armée américaine. Mais mis à part cette petite intermède militaire, c'est un avion qui n'a eu qu'une carrière civile. Donc il a commencé chez American Airlines, ensuite chez Trans-Texas, PBA par la suite, et il est passé en main privée vers la fin des années 80. Et en 1996, il a été entièrement restauré, et en 2009, lorsque notre équipe l'a racheté, nous avons également fait une restauration importante de l'avion. At least one person can get out and go get help or something. Okay. And whoever. Pour le vol ferry, nous sommes partis d'Opaloca, Miami, en Floride, avec une dizaine de passagers à bord du DC-3 et nous avons remonté toute la côte est des États-Unis pour rejoindre le Canada par la ville de Québec. Nous avons survolé le Groenland, atterri à Sandströmfjord, rejoint l'Islande et la ville de Reykjavik pour continuer ensuite la descente sur l'Europe vers Wick et ensuite évidemment destination finale Sion. Alors le HB-IRJ a commencé sa carrière chez American Airlines en 1940. Et American Airlines exploitait à l'époque des Ford trimoteurs, qui étaient des avions qui avaient la porte passager du côté droit de l'appareil. Et American Airlines, soucieux de standardiser les procédures d'embarquement passager, avait demandé à Donald Douglas que tous les DC-3 qui étaient commandés par la compagnie
d'avoir la porte passager du côté droit. Évidemment, c'était non conventionnel puisque tous les Douglas DC-3 avaient la porte d'embarquement de l'autre côté et tous les autres constructeurs d'avions construisaient la porte de l'autre côté. Donc de ce fait, du passé de cet avion chez American Airlines, nous avons un exemplaire, on va dire, presque unique au monde, encore en état de vol, avec la porte passager du côté droit. Voilà donc le carnet de vol de notre Douglas DC-3 qui en fait relate toute l'histoire de notre avion depuis qu'il est immatriculé en Suisse, mais ça ne représente que 200 heures de vol. Et l'avion en a aujourd'hui 74 000 heures de vol. Donc il faudrait une palette entière de ce genre de carnet de vol pour pouvoir représenter tout l'historique de cet avion. Comparer le pilotage du DC-3 avec le pilotage d'un avion moderne, c'est un peu comme comparer la conduite d'un camion poids lourd sans direction assistée avec le pilotage d'une limousine qui a la direction assistée. Le DC-3, c'est un avion donc qui est sur deux roues pour le décollage et l'atterrissage. Ce qui veut dire que le pilote doit quand même être très attentif parce que l'avion se comporte un petit peu comme une girouette. Et donc le pilote doit compenser avec les palonniers et les ailerons et peut-être même de la puissance asymétrique pour compenser l'effet du vent de travers. C'est un avion qui est très lourd au contrôle. Mais ça reste quand même un avion exceptionnel quand on pense qu'il a été construit il y a plus de 70 ans. Et ça reste aussi un avion docile, mais qui requiert quand même une certaine attention pour s'habituer aux particularités qui lui sont propres. Geheimnisse kann man nicht sagen. Ich sage mal, da es zwei Triebwerke hat, ist es erstmal sehr sicher, wenn wirklich ein Triebwerksausfall sein sollte. Ansonsten es ist alles Muskelkraft. Es gibt keine, sagen wir mal, Autopiloten, es gibt keine Hydraulikunterstützung, es muss alles rein von Muskelkraft geflogen werden. Und in dem Zuge kriegt jeder Pilot mit, wie er die Maschine, sagen wir mal, fliegen muss, wie er sie behandeln muss. Ich sage mal, man sollte sie eigentlich immer streicheln, zärtlich behandeln und dann fliegt sie. Roméo Juliette, finale à convenance, pas de trafic en vol à vous signaler, du 230 pour 10 nœuds. L'atterrissage, c'est aussi le même problème qu'au décollage. De nouveau, s'il y a du vent de travers, le pilote doit être très attentif. Et on dit que l'atterrissage n'est jamais terminé tant que l'avion n'est pas complètement arrêté au sol. Alors l'utilisation du train d'atterrissage du DC-3 est très particulière dans le sens où cet avion possède deux leviers différents pour monter ou descendre le train d'atterrissage. Alors on le voit ici, tous les avions modernes possèdent simplement un levier qui a trois positions, down, neutral et up, donc pour monter et descendre le train. Mais le Douglas DC-3, lui, a en plus un autre levier, celui-ci, qui permet de verrouiller ou de déverrouiller une goupille de sécurité au niveau du train d'atterrissage. Les pilotes donc doivent un petit peu jongler entre ces deux leviers et c'est quelque chose, c'est vrai, il faut s'habituer parce qu'il faut les faire dans la bonne séquence pour ne pas justement coincer le train d'atterrissage. Et si le train d'atterrissage est coincé, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il faut recommencer la procédure depuis le départ et le pire des cas, si par exemple on verrouille d'abord la goupille de sécurité avant de sortir le train d'atterrissage, on peut même envisager que le train d'atterrissage soit endommagé, ce qui serait vraiment relativement grave. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ça dans le bon ordre.
Le DC-3, pour moi, c'est un avion bien particulier parce que c'est déjà un avion d'une autre époque et c'est un avion qui me rappelle les vols que j'ai effectués en Bolivie, en Douglas DC-3, quand j'étais plus jeune. J'ai eu la chance en 1990 d'effectuer des vols en DC-3. Nous transportions de la viande, des quartiers de viande entre l'Amazonie et la ville de La Paz qui se trouve à 4000 mètres. Nous partions donc tous les après-midi de la ville de La Paz à vide en direction de la jungle du Beni où se trouvent environ une quinzaine d'abattoirs et chacun de ces abattoirs possède une piste d'environ 800 à 1000 mètres pour pouvoir justement y amener des avions afin de charger ces quartiers de viande et de les ramener à La Paz. On arrivait donc en fin d'après-midi à vide, sans chargement, et la nuit, nous dormions sur place dans l'abattoir. Il y avait des chambres qui nous étaient réservées, mais très basiques, une simple planche en bois, pas de couverture parce qu'il faisait 40 degrés la journée et 30 degrés la nuit. Et vers 4 heures du matin, on était réveillés, on prenait un petit déjeuner et après le petit déjeuner, on commençait à charger les avions. Le bétail, il faut dire, le bétail était tué pendant la nuit. Donc pendant la nuit, le bétail était tué et découpé en petits quartiers de viande et mis dans l'avion à partir de 5 heures du matin. Premier rayon du soleil vers 5h30, 6h. Et là, on décollait avec un avion lourdement chargé. On était assez concentré, il faut dire, parce que la moindre défaillance technique pouvait se terminer en catastrophe. Et c'est vrai qu'avec un avion lourdement chargé et pas forcément toujours bien entretenu, le risque était quand même présent. La saison de vol de notre Douglas DC-3 commence au mois d'avril, suite à la maintenance qui est effectuée pendant l'hiver sur l'avion dans cet hangar. Ce sont donc les essais en vol et ensuite, si tout va bien avec l'avion, nous commençons l'entraînement et les examens pour le renouvellement de la licence qualification sur type DC-3 pour nos pilotes. Je suis à 18, ok, c'est parfait. Donc on est bon avec ça, alors on va... Ce n'était pas un rêve de voler le DC-3 jusqu'en 2007 en fait. Comme quoi il y a des rêves qui sont aussi qui viennent sur le tard. En fait, avant 2007, j'étais pas spécialement intéressé par les avions anciens et j'ai eu la chance de faire un vol avec Francisco sur le Super Constellation. Et là, ça m'a donné vraiment un intérêt et puis un petit déclic pour ces avions historiques. Pour devenir pilote de DC-3 en 2010, en fait, il faut avoir la chance de connaître une compagnie ou une association ou une personne, disons, qui exploite encore ce type d'avion, ce qui devient assez rare. Et dans mon cas, je connais donc mon ami Francisco, qui cherchait à compléter son équipe de pilotes. Il m'a donc proposé de me joindre à cette équipe et j'ai pas dû réfléchir longtemps avant d'accepter. Je m'appelle Yannick Bovier, j'ai 38 ans, j'habite à Sion. Je suis passionné d'aviation depuis de nombreuses années et actuellement employé par Privater comme commandant sur Boeing 757. Et depuis 2 ans, j'ai la chance de voler aussi le DC-3. La formation, c'est environ 5 heures de vol. On fait l'entraînement directement sur l'avion parce qu'évidemment, il n'y a pas de simulateur pour ce type d'avion. Donc environ 5 heures de vol où on entraîne toutes les procédures normales, les procédures d'urgence, le vol aux instruments avec les instruments de l'époque, des décollages, des atterrissages. Et en ce qui nous concerne, nous avons fait cet entraînement à Épinal en France.
L'examen de vol n'est valable que pour une année, donc effectivement à la fin de l'année, il faut refaire un petit peu d'entraînement. Ça consiste à faire un vol, quelques tours de piste avec des situations d'urgence, des situations justement qu'on n'a pas tous les jours dans l'exploitation de l'avion en conditions normales. Donc on entraîne quelques pannes moteur, quelques situations d'urgence et à la suite duquel on fait un examen pratique à nouveau et on est de nouveau bon pour une année de vol à la suite de cet examen. Les pilotes de l'époque avaient beaucoup plus de travail, beaucoup plus de choses à faire que nous. C'est clair, quand on passe d'un cockpit de 757 où beaucoup de choses sont automatisées à un cockpit de DC-3 où il faut là vraiment beaucoup travailler, même les manœuvres les plus simples, comme par exemple rentrer ou sortir le train. Donc pour chaque action, il y a beaucoup de manipulations à faire sur ces avions historiques. Évidemment, c'est un privilège de pouvoir voler sur une machine comme ça qui a plus de 70 ans, pratiquement 2 fois mon âge, hein, donc c'est presque de l'archéologie aéronautique. C'est un avion qui a beaucoup participé à l'évolution du transport aérien dans le monde. Et c'est un avion maintenant qui ne se trouve plus qu'à 150 exemplaires dans le monde, dont seulement une quinzaine en Europe. Donc c'est vraiment un grand privilège de pouvoir voler sur des avions aussi rares que ça à notre époque. Je trouve remarquable qu'il y ait des gens comme Francisco Agulo ou des gens, des passionnés qui se battent et qui travaillent beaucoup parce que ces avions historiques demandent beaucoup de travail. Donc des gens qui se battent pour que ces avions soient maintenus en état de vol. C'est quelque chose ça fait partie de notre patrimoine aéronautique et c'est important que ces avions continuent à voler. Mes objectifs ou mes rêves avec le DC-3 se sont déjà concrétisés parce que j'ai la chance de pouvoir le voler depuis 2 ans. La chance et le privilège. Et disons, c'est clair que pour l'instant, je suis copilote et la cerise sur le gâteau, ce serait de pouvoir dans quelques temps passer commandant sur le DC-3. Ça demande encore un petit peu d'entraînement, ça demande un petit peu plus de pratique et de connaissances, mais ce serait effectivement un des prochains rêves. Wo kann man eine Ausbildung auf die DC-3 haben? Ja, wir haben die Ausbildung speziell, weil wir in Deutschland auch eine DC-3 haben, in England gemacht. Wir haben dort eine Umschulung direkt bekommen und ja, sagen wir mal zu 30–40% viele Sachen muss man sich dann aneignen. Das ist einfach so. Aber da wir von Kolbentriebwerken, Sternmotoren schon kommen, sprich Russland, die AN2, wie sie auch hier steht, die Antonov, hat man sehr viel Erfahrung mit Kolbentriebwerken und mit dem ganzen Aufbau, weil sich das immer irgendwann wiederholt, widerspiegelt. Und das ist eigentlich der ganze Sinn und Zweck. Eine Grundausbildung, ja, direkt von einem Betrieb, von einem, der schon immer damit arbeitet, aber ansonsten jeder Flugzeugmechaniker kann sich dieses aneignen. Nous voulions vraiment donner la possibilité à nos membres et au public en général à partager cette expérience de vol avec nous à bord du DC-3. C'est aussi un avion qui est complémentaire à notre Super Constellation parce que le DC-3 peut poser sur des pistes beaucoup plus courtes, chose que le Super Constellation ne peut pas. Et cet avion est également équipé pour le vol aux instruments. Donc on peut voler quand la météo n'est pas très bonne. L'avion peut voler dans les nuages sans problème, il est certifié pour ça. On peut donc envisager
des voyages aériens partout en Europe. Alors tout le monde peut voler à bord de notre Douglas DC-3. Il suffit simplement de devenir membre de notre association et après un délai légal de 30 jours, vous pouvez participer à un de nos nombreux vols. Le DC-3 se prête très bien à effectuer des vols à titre, on va dire, un peu privé. On a un service à bord un peu exclusif puisqu'on offre du champagne, petit four à nos passagers. On vole aussi pour des entreprises qui fêtent un anniversaire ou simplement un événement important. Et pour ce genre d'entreprise ou de société, on peut effectivement faire des vols très intéressants. Et c'est aussi cette activité qu'on aimerait un petit peu développer au sein de l'association. Nous avons encore plein de rêves dans notre association. Il est vrai qu'il est un petit peu tôt pour en parler encore. On doit d'abord concentrer tous nos efforts pour refaire voler le Super Constellation. Ça, c'est notre priorité. Et puis, nous voulons également développer l'exploitation de notre Douglas DC-3. Et l'avenir nous dira, et peut-être un jour un autre avion.